14. Ce cercle enchanté. Si l'intrusion de Komárowski dans la vie de Lara n'avait suscité de sa part que du dégoût, elle aurait su se révolter et se libérer. Mais ce n'était pas si simple. La petite fille trouvait flatteur qu'un bel homme grisonnant qui aurait pu être son père, un homme qu'on applaudissait dans les assemblées et dont on parlait dans les journaux, dépensât pour elle son temps et son argent, l'appela divine, l'emmenât au théâtre et au concert et la développa intellectuellement, comme on dit. Pourtant, elle n'était encore qu'une petite lycéenne en robe marron qui prenait part en secret aux conspirations et aux gamineries innocentes de ses camarades de classe. Les galanteries de Komárowski au fond d'une voiture, sous le nez du cocher ou dans une avant-loge sous les yeux du théâtre entier, avaient quelque chose de sournoisement audacieux qui la captivait et qui incitait à la riposte le diablotin qui se réveillait en elle. Mais cette ardeur effrontée d'écolière passait vite, une douloureuse déchirure et l'horreur de soi s'enracinaient en elle pour longtemps. Et sans cesse elle avait sommeil à cause des nuits où elle n'avait pas assez dormi, de ses larmes, de ses migraines continuelles, des leçons qu'il fallait apprendre, de sa fatigue physique générale. 15. Il était sa malédiction. Elle le haïssait. Ses pensées refaisaient chaque jour le même chemin. Elle était maintenant sa prisonnière pour toute la vie. Par quoi l'avait-il asservie? Comment lui extorquait-il sa soumission lorsqu'elle se rendait, lorsqu'elle satisfaisait ses désirs et lui faisait savourer le frémissement de sa honte sans phare? Devait-il cela à l'ascendant de l'âge, à la dépendance financière où la mère de Lara se trouvait à son égard, à l'habileté du chantage qu'il exerçait sur elle? Non, non et non, sort net que tout cela. Ce n'est pas elle qui est soumise, c'est lui. Ne voit-elle donc pas comme il se languit d'elle? Elle n'a rien à craindre, sa conscience est pure. Toute la honte, toute la peur doivent être pour lui s'il songe qu'elle pourrait le démasquer. Mais justement, elle ne le fera jamais. Ce qui lui manque pour cela, c'est la bassesse qui fait la force de Komárowski à l'égard des subordonnés et des faibles. C'est là tout ce qui les oppose. C'est là ce qui rend la vie si effrayante. De quoi se sert-elle pour assourdir? Du tonnerre et de l'éclair? Non, des regards obliques et des murmures de la médisance. Tout en elle est supercherie et équivoque, comme une toile d'araignée. On croit saisir un fil, on tire, il n'est plus là, mais que l'on essaie de se délivrer de la toile. On n'a réussi qu'à s'en mêler davantage. Et le fort est entre les mains du faible et du lâche. 16. Et si j'étais mariée, se disait-elle, quelle différence cela ferait-il? Elle se lançait dans les sophismes. Mais parfois une angoisse sans issue l'envahissait. Comment n'a-t-il pas honte de se traîner à ses pieds et de supplier? Cela ne peut pas continuer ainsi, pense à ce que j'ai fait de toi. Tu es sur une pente dangereuse. Avouons tout à ta mère. Je t'épouserai. Et il pleurait. Il insistait comme si elle avait discuté, comme si elle avait refusé. Mais ce n'étaient que des phrases et Lara n'écoutait même pas ces mots tragiques et creux. Et il continuait à la mener, le visage enveloppé d'une longue voilette, dans les cabinets particuliers de cet horrible restaurant où les laquais et les dîneurs la suivaient du regard et la déshabillaient des yeux. Et elle ne pouvait que se demander: faut-il donc humilier quand on aime? Un jour elle eut un rêve. Elle était sous terre. Il ne restait plus d'elle que son flanc gauche jusqu'à l'épaule et la plante de son pied droit. Une touffe d'herbe sortait de son sein gauche et, sur la terre, on chantait, les yeux noirs et les seins blancs, et on défend un macha d'aller à la rivière. 17. Lara n'était pas pieuse. Elle ne croyait pas au rite.
Mais parfois, pour supporter la vie, il lui fallait l'accompagnement d'une certaine musique intérieure. Cette musique, on ne pouvait la composer soi-même à chaque occasion. Elle l'a trouvée dans la parole de Dieu sur la vie, et c'est pour pleurer sur cette parole que Lara allait à l'église. Une fois au début de décembre, lorsque Lara avait le cœur lourd comme une Catherine dans l'orage, elle alla prier. Elle avait l'impression que la terre allait d'un moment à l'autre s'ouvrir sous ses pieds et les voûtes de l'église s'écrouler sur elle, et elle n'aurait que ce qu'elle méritait, et tout serait fini. Dommage seulement qu'elle ait emmené Oulia Diomina, ce moulin à paroles. « Prof Afanassievitch !» lui souffla Oulia à l'oreille. « Chut, laisse-moi donc, s'il te plaît. Quel prof Afanassievitch ? Prof Afanassievitch Soukoulov, notre oncle au 3e degré, celui qui récite. » Ah, c'est du récitant qu'elle parle. Un parent de Tiverzine. « Chut, tais-toi, ne me dérange pas, je t'en prie. » Elles étaient venues pour le début de la messe. On chantait le psaume. « Ô mon âme, bénis le Seigneur, et que tout mon être bénisse son saint nom. » L'église était à moitié déserte et bourdonnée de rumeurs. Tous les fidèles se massaient près de l'iconostase. L'église était de construction récente. Le vert incolore du vitrail n'ajoutait rien à la grisaille de la ruelle enneigée, des passants et des voitures qui la parcouraient. Auprès de la fenêtre, le marguillier, sans se préoccuper du service, sermonnait à voix haute une espèce d'innocente, sourde et loqueteuse, et sa voix était du même modèle courant et quotidien que la fenêtre et la ruelle. Pendant que Lara, la monnaie à la main, contournait lentement les fidèles pour aller chercher des cierges à l'entrée de l'église, puis revenait avec les mêmes précautions pour ne bousculer personne, prof Afanassievitch avait eu le temps de débiter tambour battant 9 béatitudes sur un ton qui paraissait dire qu'on ne l'avait pas attendu pour savoir tout cela. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Lara marchait. Elle tressaillit et s'arrêta. On parlait d'elle. Il disait « Le sort des opprimés est enviable. Ils ont quelque chose à dire sur eux-mêmes. Ils ont toute la vie devant eux. » C'était son avis. C'était la vie du Christ. 18. C'était les journées de la Presnia. Ils se trouvaient dans la zone de l'insurrection. À quelques pas de chez eux, rue de Tver, on dressait une barricade. On la voyait par la fenêtre du salon. De leur cour, on y portait des seaux d'eau. On arrosait la barricade pour figer dans une cuirasse de gel les pierres et les débris dont elle était faite. La cour de la maison voisine servait aux combattants de lieu de rassemblement. C'était quelque chose comme un centre sanitaire ou un centre de ravitaillement. 2 garçons s'y rendaient. Lara les connaissait tous les 2. L'un était Nika Doudorov, un ami de Nadia, chez laquelle Lara avait fait sa connaissance. Il était fait du même bois qu'elle, franc, fier et taciturne. Il ressemblait à Lara et ne l'intéressait pas. L'autre était le collégien Antipov qui habitait chez la vieille Marfa Gavrilovna Tiverzina, la grand-mère d'Oulia Diomina. Au cours de ses visites à Marfa Gavrilovna, Lara avait remarqué peu à peu l'impression qu'elle faisait aux gamins. Pacha Antipov avait encore tant de candeur qu'il ne songeait pas à cacher la béatitude où le mettaient les visites de Lara. Comme si elle était un bosquet de bouleaux partant de vacances avec de l'herbe fraîche et des nuages. Et que l'on put impunément exprimer l'adoration béate qu'elle inspirait, sans craindre les brocards. Dès qu'elle se fut aperçue de l'influence qu'elle avait sur lui, Lara en profita sans le vouloir. Ce n'est d'ailleurs que plus tard qu'elle entreprit d'apprivoiser plus sérieusement son caractère facile et malléable. À ce moment, leur amitié datait déjà de longtemps, et Pacha savait qu'il aimait éperdument Lara et que plus jamais il ne pourrait revenir là-dessus.
Les garçons jouaient au plus terrible et au plus adulte des jeux, à la guerre, et à une guerre pour laquelle on exilait et on pendait. Mais la manière dont les pans de leurs capuchons étaient noués sur leur nuque révélait les enfants qu'ils étaient encore et indiquait qu'ils avaient encore des papas et des mamans. Lara les regardait avec des yeux de grande personne. Une teinte d'innocence couvrait leur jeu dangereux. Cette teinte, il la communiquait à tout le reste. Au soir glacé couvert d'une toison de givre si épaisse qu'il en paraissait noir au lieu de blanc. À la cour toute bleue. À la maison d'en face où disparaissaient les garçons. Et surtout, aux coups de revolver qui claquaient sans cesse dans cette maison. Les garçons font coup de feu, pensait Lara. Elle ne pensait pas à Nika et à Pacha en particulier, mais à tous ceux qui tiraient dans la ville. De bons, d'honnêtes garçons, pensait-elle. Ils sont bons, c'est pour cela qu'ils tirent. 19. On apprit que la barricade était à la merci des canons et que la maison était en danger. Il était trop tard pour penser à se réfugier chez des amis dans un autre quartier de Moscou, car le leur était encerclé. Il fallait trouver un coin plus rapproché à l'intérieur du cercle. Ils se souvinrent du Monténégro. Ils n'étaient pas les premiers à y avoir pensé, l'hôtel était complet, leur cas n'était pas isolé. Mais comme ils étaient de vieux clients, on promit de les installer dans la lingerie. Ils réunirent les objets de première nécessité et en firent 3 baluchons. Des valises auraient pu attirer l'attention, mais ils remettaient du jour au lendemain leur déménagement. L'atelier où régnaient des mœurs patriarcales n'avait pas été touché jusqu'ici par la grève. Mais un beau jour, c'était par un crépuscule maussade et froid, un homme avait sonné. Il venait se plaindre et faire des reproches. On réclamait la patronne à l'entrée principale. Faïna Silantievna Fetisova alla apaiser les passions dans le vestibule. « Par ici, mes petites !» cria-t-elle bientôt en appelant les ouvrières. Et elle les présenta chacune à son tour aux visiteurs. À chacune, il donna une poignée de main maladroite et bien sentie, et il partit après s'être entendu avec Fetisova. Revenus dans la salle, les ouvrières commencèrent à nouer leurs châles et à lancer les bras en l'air pour enfiler les manches de leurs pelisses étroites. « Et qu'est-ce qui se passe ?» demanda Amélie Karlovna en entrant. « On nous débauche, madame. On est en grève. Mais que vous ai-je fait de mal ?» Madame Guichard fondit en larmes. « Pleurez pas, Amélie Karlovna. Nous, on ne vous en veut pas. On vous est très reconnaissante. Mais ce n'est pas de nous et de vous qu'il est question. C'est comme ça partout maintenant. C'est tout le monde. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire contre tout le monde ?» Toutes s'en allèrent, jusqu'à la dernière, même Oulia Diomina et Fetisova, qui glissa en partant à l'oreille de la patronne qu'elle faisait cette mise en scène pour le bien de la propriétaire et de l'entreprise. Mais Amélie Karlovna ne se calmait pas. Quelle noire ingratitude! Pensez un peu comme on peut se tromper sur le compte des gens. Cette petite, j'ai tant fait pour elle. Bon, admettons, c'est une enfant. Mais cette vieille sorcière! Mais comprenez, maman, elles ne peuvent pas faire une exception pour vous, disait Lara pour la consoler. Personne n'a de ressentiment contre vous. Au contraire, tout ce qui se passe en ce moment autour de nous, c'est au nom de l'homme que cela se fait, pour la défense des faibles, pour le bien des femmes et des enfants. Oui, oui, ne hochez pas la tête comme ça, ne soyez pas incrédules. C'est ça qui nous rendra un jour plus heureuses, vous et moi. Mais la mère ne comprenait pas. « C'est toujours comme ça, disait-elle en avalant ses larmes. On a déjà assez de mal à y voir clair. Et toi, tu vas chercher des choses qui vous font sortir les yeux de la tête. On me fait des crasses, et voilà que c'est dans mon propre intérêt. Non, il faut croire que je suis vraiment gâteuse. » Rodia était à l'école des cadets. Lara et sa mère traînaient toutes seules dans la maison déserte. La rue sans lumière plongeait dans les chambres le regard de ses yeux vides. Les chambres lui renvoyaient le même regard. « Allons à l'hôtel, maman, avant qu'il fasse nuit. Vous entendez, maman? Tout de suite, sans attendre. »« Filate, Filate !» crièrent-elles pour appeler le cocher. « Filate, mon bon, accompagne-nous au Monténégro. »
À vos ordres, madame. Tu prendras les paquets, puis encore une chose, Filate, et l'œil à la maison, s'il te plaît, hein, tant que tout cela va durer. Et n'oublie pas de donner des graines et de l'eau à Kirill Modestovitch. Et ferme tout à clé. Oui. Et je t'en prie, passe nous voir, de temps en temps. À vos ordres, madame. Merci, Filate, hein, Dieu soit avec toi. Allons, asseyons-nous avant de nous quitter et... Adieu, va. Ils sortirent de la maison et ne reconnurent pas l'air de la rue, comme après une longue maladie. Sur l'espace glacé, poli comme de l'imitation de noyer, des bruits nets et arrondis comme s'ils avaient été façonnés autour, roulaient avec légèreté dans toutes les directions. On entendait clapper, claquer et faire floc les salves et les coups de feu qui aplatissaient les lointains comme des galettes. Filate avait beau leur dire le contraire, Lara et Amélie Karlovna étaient persuadées que l'on tirait à blanc. « Tu es un petit sot, Filate, voyons, juge toi-même, comment veux-tu qu'il ne soit pas à blanc, puisqu'on ne voit pas qui les tire. Qui est-ce qui tire, à ton avis? Le Saint-Esprit, peut-être? Bien sûr que c'est à blanc. » À un carrefour, ils furent arrêtés par une patrouille. Les Cosaques qui les fouillèrent ricanaient en les palpant sans façon des pieds à la tête. Ils portaient crânement sur l'oreille leurs casquettes à mentonnière. Tous paraissaient borgnes. Quel bonheur, pensait Lara. Elle ne verrait pas Komarowski pendant tout le temps qu'il serait coupé du reste de la ville. C'était à cause de sa mère qu'elle ne pouvait rompre avec lui. Elle ne pouvait pas dire à sa mère de ne pas le recevoir, autrement tout se découvrirait. Et alors? Et pourquoi en avoir peur? Et mon Dieu, mais que tout aille au diable pourvu que ce soit la fin. Seigneur, Seigneur, elle allait s'évanouir de dégoût là, sur place, en pleine rue. Mais de quoi venait-elle de se souvenir? Comment s'appelait cet horrible tableau avec un gros romain dans ce premier cabinet particulier où tout avait commencé? Femme au vase. Comment donc? Bien sûr, un tableau célèbre. Femme au vase. Et elle n'était pas encore femme alors pour se mesurer à ce joyau. C'était venu ensuite, la table était mise si somptueusement. Qu'as-tu à courir comme une dératée? Je n'arrive pas à te suivre. Geignait derrière elle Amélie Karlovna qui s'essoufflait et se laissait distancer. Lara marchait vite. Elle se sentait portée comme si elle marchait dans les airs par une force fière et exaltante. Oh, la fougue de ces coups de feu, pensait-elle. Heureux les offensés, heureuses les dupes. Dieu vous bénisse. Coup de feu, coup de feu, coup de feu. Vous êtes humain, ma vie.